VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington. Bonjour, Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 12 novembre 2021. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia et Mohamedou Oumfa. Nous commençons par les titres. Le président français Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui ses homologues burkinabés, tchadiens et nigériens pour évoquer la situation au Sahel. Le Mali et la Russie se disent résolus à poursuivre leur coopération militaire en raison d'un risque terroriste renforcé par le retrait partiel des troupes françaises. 300 mercenaires pro-Haftar partiront à la demande de la France, pays hôte ce vendredi d'une conférence internationale sur la Libye, selon le camp de l'homme fort de l'Est libyen. Le général Abdel Fattah al-Burhan, auteur du putsch au Soudan, annonce un nouveau conseil de transition, sans le bloc réclamant un transfert du pouvoir aux civils. Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, doit visiter le Kenya, le Nigeria et le Sénégal la semaine prochaine. Le sommet virtuel entre le président américain Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping devrait avoir lieu lundi selon des médias américains. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Les chefs des diplomaties russes et maliennes ont réaffirmé jeudi leur volonté de poursuivre le partenariat militaire entre les deux pays, arguant d'un risque terroriste renforcé par le retrait partiel des troupes françaises. Les précisions de John Lyndon. Chaque fois que le Mali a été dans des situations difficiles depuis notre indépendance, la Russie a toujours été avec nous. Nous sommes dans une situation difficile et nous nous tournons encore vers cet ami pour qu'il puisse nous aider à en sortir, a déclaré le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop lors de négociations à Moscou. Son homologue Sergueï Lavrov a indiqué que Moscou continuerait de livrer des équipements, des munitions, des armements et à former des officiers maliens pour que Bamako puisse se défendre efficacement contre la menace terroriste. Ces derniers mois, les relations entre la France et le Mali se sont dégradées. Dans la foulée, Paris a entrepris en juin de réorganiser son dispositif militaire au Sahel et s'est retiré de certaines bases maliennes. Avec ce retrait annoncé, les terroristes se sentent de plus en plus à l'aise au nord du Mali, a soutenu jeudi Sergueï Lavrov. Lui et Abdoulaye Diop ont également démenti tout contrat entre Bamako et des sociétés militaires privées russes, une possibilité qui inquiète Paris. Le président français Emmanuel Macron recevra ce vendredi ses homologues burkinabés Roch Marc Christian Kaboré, tchadien Idriss Déby et nigérian Mohamed Bazoum pour évoquer la situation au Sahel. Selon l'Élysée, cette réunion est organisée dans la matinée en marge d'une conférence internationale sur la Libye et le Forum pour la paix. Elle portera sur la dimension régionale de la crise libyenne, a précisé une source proche de la présidence. Elle intervient alors que les relations entre la France et le Mali se sont dégradées après un nouveau coup d'État à Bamako. La vice-présidente américaine Kamala Harris participe à la conférence sur la Libye. Le camp de l'homme fort de l'Est libyen, Khalifa Haftar, a annoncé hier qu'il allait faire rapatrier 300 mercenaires et combattants étrangers des zones sous son contrôle à la demande de la France qui abrite ce vendredi une conférence sur la Libye dont l'objectif, selon l'Élysée, sera d'apporter un soutien international à la poursuite de la transition politique engagée et à la tenue des élections selon le calendrier prévu. Plusieurs milliers de mercenaires russes, notamment du groupe privé Wagner, turcs ou syriens pro-turcs, tchadiens et soudanais sont encore présents en Libye, a dit l'Élysée. Lors de la guerre entre les pouvoirs rivaux dans l'Ouest et l'Est en 2019 et 2020, la Turquie avait soutenu le gouvernement basé à Tripoli tandis que le maréchal Haftar avait reçu l'appui des Émirats arabes unis, de la Russie et de l'Égypte. La Turquie se montre peu pressée d'engager un retrait de ses forces et le Kremlin dément tout envoi de militaires ou mercenaires en Libye, ainsi que tout lien avec le groupe Wagner.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken se rendra la semaine prochaine au Kenya, au Nigeria et au Sénégal, où il doit discuter de la fin de la pandémie de Covid-19 et de la lutte contre le changement climatique, a annoncé hier son porte-parole Ned Price. Des entretiens sont prévus avec chacun des présidents des pays visités, le Kenyan Uhuru Kenyatta, le Nigérian Muhammadu Buhari et le Sénégalais Macky Sall. Il s'agira de faire progresser la collaboration entre les États-Unis et l'Afrique sur leurs priorités mondiales communes et aussi revitaliser les démocraties, promouvoir la paix et la sécurité et de la manière de rendre l'économie mondiale plus inclusive. Au Nigeria, M. Blinken prononcera un discours sur la politique des États-Unis vis-à-vis de l'Afrique. Au Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan, auteur du putsch de fin octobre, a nommé hier soir un nouveau conseil de souveraineté selon un décret lu à la télévision d'État. Le nouvel organe exclut les représentants du bloc et réclamant un transfert du pouvoir aux civils. Davantage de détails avec Nanit Talani. Le général Burhan conserve la présidence du Conseil de souveraineté. Son numéro 2 reste le général Mohamed Hamdan Daglo. Le nouveau conseil compte 14 membres. Le 14e membre, qui n'a pas été annoncé, doit représenter l'Est du pays et n'a visiblement pas encore été accepté par tous. 4 personnalités non partisanes ont été choisies pour remplacer les 4 représentants du FLEC, l'Union des forces civiles nées de la révolte anti-Béchir, dont certains membres ont été arrêtés le jour du coup d'État. Parmi les 4 nouveaux membres figurent Abdou Al-Qassem Bortoum, homme d'affaires et ex-député sous Béchir, ainsi que Salma Al-Moubarak, issue d'une grande famille soufie du Soudan. Son passé politique, elle est la 2e femme du Conseil. Les 9 membres qui se maintiennent au Conseil de souveraineté sont des représentants de l'armée ou de groupes rebelles armés et ont signé fin 2020 la paix avec Khartoum après des années de conflits meurtriers. Le gouvernement, dont plusieurs ministres sont toujours détenus, et le premier ministre Abdallah Hamdok, en résidence surveillée, n'a pas encore été remplacé. Le Mozambique a annoncé jeudi la création d'une nouvelle force spéciale composée de soldats d'élite et de policiers pour combattre les djihadistes qui menacent les projets lucratifs de gaz naturel du pays. Le président Filipe Nyusi vient de nommer ses nouveaux ministres de la Défense et de l'Intérieur après avoir limogé leurs prédécesseurs. Ces changements semblent signaler un nouveau durcissement de sa répression dans la province de Cabo Delgado, riche en gaz naturel et qui est en proie à des attaques djihadistes depuis 4 ans. On déplore aussi une vague d'enlèvements qui se propage dans le reste du pays. Certaines informations font même état de l'implication de policiers dans ces kidnappings. Mozambique toujours, Maputo n'accepte pas la décision de la justice sud-africaine d'extrader son ex-ministre des Finances aux États-Unis pour qu'il y soit jugé. C'est ce qu'affirme le bureau du procureur général. L'ex-ministre est poursuivi dans le scandale dit de la dette cachée. Le point avec Yakuba Ouedraogo. La République du Mozambique n'accepte pas cette décision, écrit le bureau du procureur général. Mardi, l'Afrique du Sud, où l'ex-ministre mozambicain Manuel Chang est détenu depuis 2018, a prononcé son extradition. Le Mozambique dit qu'il va faire appel de cette décision devant la Cour constitutionnelle de Johannesburg et demander le retour de l'ex-ministre à Maputo. En poste de 2005 à 2015, Manuel Chang est accusé d'avoir perçu plusieurs millions d'euros de pots de vin. La justice américaine s'est saisie de l'affaire car une partie de l'argent y a transité. Selon la société civile mozambicaine, M. Chang pourrait bénéficier d'une immunité s'il est renvoyé dans son pays. L'affaire concerne des prêts secrets d'1,8 milliard d'euros accordés par des banques étrangères à des entreprises publiques mozambicaines et garantis par l'État officiellement pour des contrats d'équipement en matériel de pêche et surveillance maritime. Le scandale dévoilé en 2016 a fait plonger le pays dans une crise financière. L'actuel président Filipe Nyusi, alors ministre de la Défense, est cité dans plusieurs témoignages. Il a été assigné en octobre devant un tribunal à Londres. Les États-Unis et le Canada ont recommandé à leurs ressortissants vivant en Haïti de planifier leur départ de ce pays où les gangs armés étendent leur contrôle, causant une grave pénurie de carburant. Le point avec Rosine Mounezero. Le département d'État exhorte les citoyens américains à planifier leur départ d'Haïti dès maintenant par des voies commerciales.
La situation se détériore et évolue rapidement. Envisagez de quitter si vous pouvez le faire en toute sécurité, a pour sa part annoncé l'ambassade canadienne. Les gangs qui contrôlent une bonne partie de la capitale Port-au-Prince bloquent les axes routiers, perturbant depuis plusieurs mois l'approvisionnement en carburant. Les réseaux de télécommunications et les médias ont déjà sensiblement réduit leurs activités à travers le pays. Les banques ne sont plus ouvertes que 3 jours par semaine et le fonctionnement des rares hôpitaux encore en activité est handicapé par cette crise énergétique. Un des gangs les plus puissants du pays a menacé de tuer le groupe des missionnaires et de membres de leur famille. 16 citoyens américains et un citoyen canadien enlevés le 16 octobre à l'est de Port-au-Prince s'ils n'obtenaient pas les 17 millions de dollars américains exigés comme rançon. La première rencontre virtuelle entre le président américain Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping devrait avoir lieu lundi, ont rapporté hier plusieurs médias américains. Ce sera l'occasion pour les dirigeants des deux superpuissances de poursuivre le dialogue au moment où leurs relations sont au plus bas sur toute une série de sujets, du commerce aux droits humains en passant par les ambitions régionales de la Chine. La Minute Éco, John Linden. 40 milliards de francs CFA, c'est le montant de la somme que le groupe Bank of Africa vient de mettre à la disposition de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, une ligne de crédit destinée à soutenir le secteur privé dans les 15 pays membres de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Ici aux États-Unis, les Américains noirs sont toujours très peu nombreux à accéder à la propriété selon la Fédération nationale des agents immobiliers. Les acheteurs noirs ne représentent que 6% du total des acheteurs de maisons cette année, un chiffre qui a peu changé au cours des 2 dernières décennies, selon un rapport de la Fédération nationale des agents immobiliers publié jeudi. Cette année, le prix médian des maisons s'élève à 305 000 $, soit plus de 30 000 $ de plus qu'en 2020. Merci John. À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Bonjour à tous. Après le Sénégal et le Maroc, le Mali est le 3e pays qualifié pour les barrages du mondial Qatar 2022, zone Afrique prévue en mars 2022. Lors de l'avant-dernière journée des éliminatoires, les Aigles se sont imposés hier 3-0 à Kigali face au Rwanda avec désormais 13 points. Le Mali est sûr de finir en tête du groupe E devant l'Ouganda qui totalise 9 points après son nul 1-1 face au Kenya. Belle opération pour le Bénin qui reprend la tête du groupe J devant les Léopards de la RDC grâce à sa victoire 2-0 face à Madagascar. Bien avant, les Congolais ont battu les Tanzaniens 3-0. Le Ghana a fait un match nul 1-1 face à l'Éthiopie, insuffisant pour chipper la première place du groupe G à l'Afrique du Sud, qui a battu le Zimbabwe 1-0. 1-1 entre le Congo et la Namibie, même score entre le Togo et le Sénégal. Les matchs de cette 4e journée se poursuivent ce soir. Duel à distance entre le Burkina Faso et l'Algérie, concurrent direct pour la première place du groupe A. Les étalons font face au Niger et les Fennecs jouent Djibouti. Avant un choc attendu mardi entre les deux principaux adversaires, le Gabon reçoit la Libye, la Guinée fait face à sa voisine de Bissau, l'Angola se déplace en Égypte et le Maroc, déjà qualifié pour les barrages, joue le Soudan. Dans la zone Europe, le Portugal n'a pu faire mieux qu'un match nul 0-0 contre l'Aïr, un résultat qui lui permet de reprendre la tête du groupe A à la différence de but devant la Serbie, qu'il reçoit pour la dernière journée dimanche, déjà qualifiée. L'Allemagne s'est promenée 9-0 à Wolfsburg contre le Liechtenstein. Malgré la présence de Zlatan Ibrahimovic, la Suède a chuté en Géorgie 2-0. L'Espagne s'est imposée en Grèce 1-0 et prend donc la première place du groupe B à la Suède qu'elle retrouvera dimanche à Séville pour la dernière journée des éliminatoires pour le mondial Qatar 2022. Au Kenya, le ministère des Sports a placé un comité par intérim à la tête de la Fédération de football après qu'une enquête a révélé qu'elle a détourné des fonds du gouvernement et d'autres sponsors. La Fédération kenyane n'a pas réussi à rendre compte des sommes allouées par le gouvernement, explique la ministre des Sports Amina Mohamed. Elle a alors nommé un comité composé de 15 membres pour diriger la fédération en attendant les prochaines élections qui auront lieu dans 6 mois. Mais le président de la Fédération kenyane de football, Nick Mwandawa, conteste cette mise sous tutelle. Je suis toujours à la tête de la fédération, nous n'accepterons pas cette décision
Prise par le ministère des Sports, dit-il, l'enquête du gouvernement a été lancée pour déterminer si les 1,7 million d'euros alloués à la fédération ont été utilisés comme prévu pour préparer l'équipe du Kenya à la CAN 2019 en Égypte. Basketball, pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière en NBA. 2 résultats, Toronto et Philadelphie 115-109, Indiana et Utah 111-100. De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Tchad, plusieurs organisations religieuses et laïques condamnent fermement la profanation de la paroisse Bienheureux Isidore Bakandia, située dans la commune du 9e arrondissement de N'Djamena, et l'agression de son curé, l'abbé Simon-Pierre Madou, par des militaires à bord de 3 véhicules la semaine dernière. Ces actes risquent de compromettre l'organisation de la journée de la prière de la nation qui se célèbre tous les 28 novembre. André Kodmadjingar, notre correspondant à N'Djamena, fait le point. L'Union des cadres chrétiens du Tchad, une organisation laïque de l'archidiocèse de N'Djamena, annonce déjà qu'elle ne participera pas à la journée du 28 novembre dédiée à la cohabitation pacifique de la plateforme interconfessionnelle en signe de protestation. En tant que chrétien, relativement à notre foi, ça serait de l'hypocrisie, sinon c'est de moquer de Dieu en venant participer à cette journée. Djimodou Medmon, secrétaire général adjoint de l'Union des cadres chrétiens du Tchad, tout en condamnant la frilosité du chef du gouvernement face à cette situation, l'Union des cadres chrétiens du Tchad interpelle le ministre de la Justice et celui chargé de la Défense nationale de retrouver les auteurs de ce sacrilège et les punir conformément aux lois en vigueur. Djimodou Medmon informe que son organisation se réserve le droit de se constituer en partie civile dans cette affaire. Nous suivons de près ce problème. Le gouvernement n'a pas réagi promptement. Nous attendons toujours. Mais si cela traîne, l'Union des cadres va se constituer en partie civile et poursuivre ce qui ont foutu cet acte odieux. On ne peut pas laisser continuellement bafouer notre foi de la sorte. Nous respectons d'autres confessions religieuses et nous ne permettrons jamais que cela se répète. Pour sa part, le président de l'Union nationale de jeunes étudiants chrétiens et musulmans des universités du Tchad, Toubou Mahamad Bakid, exhorte les jeunes chrétiens à ne pas boycotter cette prière pour la nation tchadienne. Quelqu'un qui va venir pisser à l'église ou à la mosquée, on n'a pas vu ça. C'est un acte condamnable, mais en tant qu'un acteur de la paix et de la cohabitation pacifique, je vous demande de participer aux journées de la prière. Vous avez raison de boycotter, mais je vous demande de prendre conscience. L'entente des églises et missions évangéliques au Tchad, membres de la plateforme interconfessionnelle, exprime sa solidarité avec l'église catholique et interpelle l'État sur le strict respect de la laïcité et de lieux de culte. Indépendamment de l'incident, l'église catholique dit être en train de repenser l'observation de cette journée de prière. Monseigneur Edmond Djitangar, archevêque métropolitain de N'Djamena. En période de transition, et donc certaines formes d'activités ou d'institutions doivent être revues et révisées. Donc nous, on a commencé déjà depuis un an à réfléchir. Nous demandons aux autres de faire le même pour que nous puissions engager véritablement un dialogue et proposer aussi un point de vue. S'il est commun, nous disons de manière commune, sinon chaque confession religieuse dirait sa position. Ça tombe un dimanche, le 28 novembre. Nous sommes en salutation, mais le 28, c'est clair que l'Église catholique, nous célébrerons dans nos églises. La journée du 28 novembre a été instituée en 2011 par le défunt président Idriss Déby. Les fidèles catholiques, protestants et musulmans constitués en une plateforme interconfessionnelle se réunissent pour prier pour la paix et la concorde nationale. Le ministre de la Communication Abdraman Koulamal annonce ce jeudi à la télévision nationale que les auteurs de cet acte fermement condamnés par le gouvernement sont arrêtés et seront traduits en justice. André Kodoumadjingar, N'Djamena pour VOA Afrique. VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad. Dans la dernière ligne droite de la cruciale conférence sur le climat de Glasgow, le secrétaire général de l'ONU a dénoncé ce jeudi les promesses qui sonnent creux dans un monde toujours dépendant des énergies fossiles, malgré quelques signes encourageants. Cela dit, 6 ans après l'accord de Paris, la conférence de Glasgow sur le climat a ravivé quelques espoirs pour des changements considérables, un moment bien choisi pour les pêcheurs, maraîcheurs,
Mareyeur, organisation de femmes transformatrices de produits halieutiques au Sénégal, pour décrier encore une fois les conséquences écologiques des usines de farine et d'huile de poisson. Pour ces acteurs, il est important de porter le combat de leur survie à travers un plaidoyer fort. De Dakar, notre correspondant Seydina Abagay. Sur la plage de Rufisque, village traditionnel de pêcheurs situé à la sortie de la région de Dakar, les pirogues arrivent à quai, mais la joie habituelle des pêcheurs est restée en haute mer. Ces derniers sont confrontés à un manque criard de poissons depuis quelque temps et ils imputent la faute aux usines de transformation installées le long de la côte. Tamsir ne mâche pas ses mots. Pour dire vrai, tant que les usines seront là, d'ici 2035, on n'aura pas de poissons parce que les petits poissons sont même achetés par les usines. Ils n'ont que leur argent, le reste ce n'est pas leur problème. C'est pour ça qu'ils sont venus en Afrique et ils font ce qu'ils veulent. Car en Europe, ils protègent leur mer. Ici, on devrait faire pareil et imposer des périodes de repos pour que les poissons puissent se reproduire et grandir. Moi qui vous parle, je reviens de la mer et je n'ai eu que 3 poissons. C'est le même problème que rencontrent les femmes transformatrices de produits halieutiques qui n'ont pratiquement plus de matières premières. Aïssatou Faye, présidente du GIE Bokudjom, affirme que cette situation tue l'économie maritime locale petit à petit. Certes, nous n'avons plus les poissons qu'il nous faut à cause des bateaux étrangers, mais pire encore, les petits poissons sont pris par l'usine qui envoie des camions charger ça dès que les bateaux et les pirogues arrivent parce que nous n'avons pas les moyens financiers pour rivaliser avec eux. Et cela cause une pénurie de poissons, surtout que nous n'avons pas les moyens de rivaliser avec elles. Et nous avons l'impression que cela n'intéresse pas le Sénégal, car nous ne vivons que de volailles et de viande. Tous ces facteurs constituent de réels problèmes dans le secteur, surtout que de plus en plus les pêcheurs peinent à trouver le poisson qui est leur gagne-pain. De son côté, le mareyeur Mamadou Niang dit Niangara estime qu'il faut une vraie synergie pour porter ce combat. Tous les jours, il y a des revendications et je fais partie de 2 groupes qui fustigent de façon catégorique la situation actuelle et les difficultés rencontrées. Mais la manière dont ça fonctionne laisse à désirer et c'est dommage. Dans la vie, quand on revendique quelque chose pour une communauté, on doit s'unir et avancer main dans la main avec une stratégie claire. Pour faciliter l'union sacrée des parties prenantes et les aider à porter le plaidoyer devant les autorités compétentes, l'ONG Greenpeace a proposé son assistance. Pour Abdoulaye Ndiaye, chargé de campagne Greenpeace, il s'agit d'aider les acteurs locaux, mais surtout les femmes transformatrices. Il ne faut pas oublier que ces braves femmes font nourrir leur famille grâce à leur travail, mais aussi subviennent aux scolarités et parviennent aussi à traiter les maladies de leur famille, de leurs enfants, à partir des gains qu'ils pouvaient tirer de la transformation artisanale. Aujourd'hui, la concurrence déloyale que leur mènent les usines de farine et d'huile de poisson font que ces femmes vivent dans une précarité totale. Pour y remédier et sauvegarder la pêche artisanale et les activités connexes, un plaidoyer actif est fait au niveau des autorités nationales, mais les acteurs locaux veulent également une plateforme impliquant les acteurs de la sous-région pour un impact plus grand. Seydina Bagay à Dakar pour VOA Afrique. FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24. La situation reste bloquée au Soudan près de 3 semaines après le putsch militaire du 25 octobre. L'annonce d'un nouveau gouvernement se fait attendre. Le premier ministre de la transition, Abdallah Hamdok, n'est toujours pas libre de ses mouvements. Entre-temps, les militaires qui ont pris le pouvoir avancent leurs pions. La junte poursuit la répression de l'opposition et procède à des purges, ouvrant la voie à d'anciens cadres du régime du président Omar el-Béchir, déchu en avril 2019. De Khartoum, notre correspondante Patricia Huon. Dans la pénombre, sur un terrain vague à Khartoum, une vingtaine d'hommes et de femmes sont réunis. Ils sont membres des comités de résistance, ces groupes organisés par quartier qui furent des pivots de la révolution soudanaise. Aujourd'hui, ils sont sur leur garde. Beaucoup ont changé de numéro. Certains ne se déplacent plus avec leur téléphone, de peur que leur mouvement soit suivi.
Lorsqu'ils font des arrestations, ils gardent ceux qui ont des activités politiques. Ils arrêtent aussi des jeunes, ils les humilient et les frappent avant de les relâcher. Dimanche, une centaine de personnes, en majorité des enseignants, ont été arrêtées lors d'une manifestation devant le ministère de l'Éducation. Cette institutrice était présente. D'abord, ils ont lancé des gaz lacrymogènes, beaucoup. Nous nous sommes réfugiés dans les bâtiments et la police est entrée. Ils avaient des fouets et des tuyaux de plastique à la main. Les femmes ont été relâchées après plusieurs heures. La plupart des hommes ont été maintenus en détention. Par ailleurs, selon plusieurs sources au sein des ministères et de l'administration, des directeurs de département ont été remplacés assez discrètement par des proches de l'ancien régime. Une manœuvre inacceptable pour Oumar Babikir, un des dirigeants de l'association des enseignants à Khartoum. Ils ont fait des changements rapides. Au ministère de l'Éducation à Khartoum, ils ont limogé le directeur Mohamed Ibrahim qui était très actif pendant la révolution. Ils l'ont remplacé par un pilier de l'ancien régime. Gagner du temps alors que les négociations sont censées se poursuivre tout en muselant l'opposition. Pour Tahani Abbas, juriste et activiste féministe, il s'agit d'un retour aux anciennes méthodes. Pendant la révolution, les militaires s'en sont pris à ma maison. Ils me cherchaient, m'envoyaient des messages. J'ai dû envoyer mes 2 enfants de 4 et 5 ans en dehors de Khartoum chez ma mère. Et aujourd'hui, c'est la même situation. Comme ce fut le cas lors de la révolution de 2019, les activistes disent continuer de croire à une contestation pacifique. Ils appellent la population soudanaise à se mobiliser ce samedi pour manifester contre la prise du pouvoir par les militaires. À Khartoum, Patricia Huon pour VOA Afrique. Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Les Américains ont commémoré hier le Veterans Day, la journée des anciens combattants, en l'honneur de ceux qui ont servi dans l'armée des États-Unis. Depuis 1775, plus d'un 1,2 million soldats américains sont tombés au combat en Amérique et à l'étranger. Parmi plus d'1,5 million blessés, beaucoup ont perdu un ou plusieurs membres. Au cours des 20 dernières années, les progrès technologiques dans les prothèses ont considérablement amélioré la vie de nombreux anciens combattants et militaires. Un reportage de Julie Tabot, relaté par Nathalie Barge. Depuis 2000, plus de 250 000 anciens combattants ont été amputés d'au moins un bras ou une jambe, la plupart à cause de maladies telles que le diabète. Aujourd'hui, les prothèses sont plus mobiles et fonctionnelles grâce à des procédures comme l'ostéo-intégration qui fixe le membre artificiel dans un os avec une pièce en métal. Brian Schultz est responsable du programme de réadaptation et des prothèses au Bureau de la recherche et du développement du département des anciens combattants. Cela demande beaucoup de développement pour s'assurer que c'est assez bon pour servir nos anciens combattants et nos militaires. Les doigts et poignets mobiles font partie des avancées technologiques. Auparavant, les mains prophétiques n'étaient qu'un crochet ou pouvaient simplement s'ouvrir et se fermer, et elles possédaient un degré de contrôle limité. En 2017, 2 anciens combattants, Artie Macaulay et Fred Downs, ont été équipés d'un appareil prothétique avancé, le système de bras Luke, qui imite le mouvement naturel de l'épaule, du bras et de la main. Artie Macaulay. Avant d'avoir la protège, j'étais une personne unilatérale. J'arrive à faire beaucoup d'autres choses que je voulais faire avant et que je n'avais jamais pensé possible. Les progrès de l'impression en 3 dimensions sont également prometteurs pour un remplacement de membres personnalisés. Brian Schultz du département des anciens combattants. Les femmes peuvent avoir un pied dans une chaussure à talons hauts, duquel elles peuvent détacher leur cheville et la mettre dans une chaussure plate, ou sans chaussure, et elles auraient ainsi plusieurs pieds imprimés en 3D sur le modèle du pied valide. La nouvelle technologie utilise aussi les nerfs existants pour permettre aux prothèses de répondre aux commandes de la pensée des amputés, en activant les muscles et en contrôlant le membre artificiel. Brian Schultz souligne que la technologie évolue rapidement. Aussi bonnes que soient les prothèses maintenant, je pense que nous sommes sur le point de beaucoup les améliorer dans les prochaines années.
Une vision ambitieuse qui va certainement améliorer la vie de nombreuses personnes, que ce soit des anciens combattants ou des civils. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sidoudia et de Mohamedou Humfa, Firme Koyaweda à la mise en onde.